Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos tops 2024. Et oui, ça y est, la fin d'année arrive, et donc cette fois-ci, nous faisons un peu le bilan, et donc quels sont les jeux, selon nous, qui sont les meilleurs jeux de société de 2024. Ce top sera fait en différentes catégories. Sachez que pour les règles, le top sera fait uniquement par des jeux que nous avons joués et que nous avons présentés sur la chaîne. Bienvenue dans les meilleurs jeux de société 2024. Alors, nous allons donc commencer les meilleurs jeux 2024 avec le top enfant. Le top enfant a été fait par notre petite fille Margot, donc c'est elle qui a décidé de faire son top 3 de ses jeux enfants, et donc son top 3 d'enfants, son numéro 3, c'est... Les Éclair-Tout. Donc c'est les Éclair-Tout de chez Loki, un jeu qui vient de sortir tout récemment. Donc voilà, les Éclair-Tout... Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un Où est Charlie coopératif, finalement. Voilà, c'est avec un côté malin, avec les petites lumières que vous allez devoir venir chercher, qui fait vraiment l'impression qu'on la loupe. Voilà, qu'on va éclairer. Et puis le but, bah, ça va être tout simplement de trouver le plus rapidement possible une carte qui a été révélée, par exemple, un nombre de moutons que vous avez vu. Voilà, combien de moutons avez-vous vu? Et ben voilà, le but c'est d'essayer de trouver combien de moutons on a vu. Et comme c'est un jeu coopératif, il faut qu'on essaye de trouver le bon nombre. Et en fonction des écarts qu'il y aura, ben on avancera un petit peu. Et la nuit, potentiellement, va pouvoir nous rattraper. Enfin, la journée, plutôt, va pouvoir nous rattraper. Et la nuit va se terminer. Et à ce moment-là, on a perdu si jamais on se fait rattraper. Et sinon, ben, le but du jeu, c'est d'arriver à faire le tour et de survivre. Voilà. C'est un jeu très malin qui fonctionne aussi bien entre adultes et enfants. Et donc, c'est le top 3 de notre fille, les Éclair-Tout. Ensuite, son top 2, c'est la colline au feu follet, le jeu des cartes. Donc, la version jeu de cartes de la colline au feu follet. Donc, il y avait le jeu de base qui avait très bien marché. Et donc, la version jeu de cartes est arrivée en se disant, est-ce que ça se différencie finalement? Est-ce que c'est sympa? Bah, finalement, c'est assez proche du jeu de base, puisque vous allez vraiment avoir une version jeu de cartes du jeu de base, avec les mêmes techniques, l'avantage d'étant plus simple à installer, prendre moins de place. Je pourrais presque l'appeler colline au feu follet, le jeu de poche. Exactement, vous pouvez l'emmener en vacances avec. Ah bah oui. Parce que vous allez retrouver les mêmes sensations. Bon, vous n'allez pas avoir la bille qui tombe et donc cette petite côté un petit peu, on va dire, qui va vous donner de l'adrénaline, de où est-ce qu'elle va tomber, tout ça. Mais finalement, vous allez jouer des cartes pour faire avancer les jetons et ça va essayer de retranscrire cette sensation. Mais c'est coop et compétitif. Et vous pouvez le jouer exactement en mode coopératif ou compétitif. Moi, j'aime bien le mode compétitif, que je trouve assez drôle et on passe un bon moment à rigoler. On peut aussi adapter la difficulté en fonction du niveau des joueurs. Et finalement, la coller au feu follet jeu de cartes ne fait pas doublon avec le jeu de base, mais plutôt va vous permettre vraiment de jouer à un jeu un peu plus accessible et plus intéressant. Et surtout, comme je l'ai dit, si vous partez en vacances, c'est beaucoup plus simple de partir avec la colline au feu follet le jeu de cartes que la colline au feu follet. Voilà pour ce jeu-là. Top 2. Et le top 1, c'est Lula. Lula, la baleine. Donc le nouveau jeu, donc Gigamic, qui remporte le gros lot des jeux d'enfants. Donc Lula, le puzzle. C'est vrai. Donc parce que finalement ce jeu-là, c'est un jeu et à la fois un puzzle. C'est ça qui est assez magique, c'est que finalement on va retrouver un peu des sensations, un petit peu comme mon puzzle, ma première aventure. Tout à fait. Mais dans un autre style. Parce que mon puzzle, ma première aventure, c'est je fais mon puzzle et je retourne et je vis une aventure. Là, c'est un peu l'inverse. Là, c'est on va vivre une aventure tout en faisant le puzzle. Et on va voir petit à petit se constituer la baleine. Et alors, ce qui est génial dans ce jeu, c'est que vous allez avoir à constituer votre petite histoire. Et là, je me permets de juste vous montrer ceci. Voilà. Ici, vous allez avoir donc le rangement. Et chaque fois, vous allez pouvoir tirer dans un tiroir et vous allez jouer. Et donc ça, c'est vraiment très très bien parce que je vais pouvoir jouer ce personnage-là, je vais ouvrir cette porte-là, je vais aller chercher ce trésor-là, je vais guérir la baleine avec ce pansement-là. Et du coup, vous allez avoir des puzzles différents qui vont se construire. À chaque fois, ça va être une baleine. À chaque fois, cette baleine, vous allez la soigner. Mais elle ne va pas être blessée au même endroit. Vous n'allez pas ouvrir la même porte. Vous n'allez pas avoir les mêmes images. Et du coup, en fait, vous allez avoir plus de 50 façons de faire votre puzzle qui, au final, donnera toujours la même chose, c'est-à-dire la baleine. Mais l'enfant va vraiment avoir la sensation à chaque fois de rejouer à un nouveau jeu. Et puis, vous connaissez les enfants, même s'ils refont le même, c'est vachement bien. Et en plus, ça leur permet de faire un puzzle tout en s'amusant. Donc ça, c'est Lula.
la baleine. Alors, on passe à la catégorie jeu d'ambiance, et donc Gaëlou va d'abord vous présenter son top 3 jeux d'ambiance. Link City, du coup. Donc, jeu coop, hein, ce qu'on adore. Voilà, vas-y. Donc Link City, c'est un jeu sur lequel nous Désolée. allons donc créer notre ville. Voilà, nous allons incarner, être un maire d'une ville, et nous allons donc devoir ensemble, en coopération, essayer de faire notre petite ville. Voilà, et on va passer un bon moment à essayer de se mettre d'accord où est-ce qu'on construit nos bâtiments dans lesquels on fait. Ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est le débrief à la fin. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. À chaque fois, voilà. J'ai joué à Noël et j'ai adoré comment on débriefait quand on était maire ou quand on était adjoint au maire. Donc voilà, c'était une super bonne ambiance. En plus, on a joué avec sa mamie qui était adjointe au maire, alors elle avait une autre réflexion que nous, donc ça c'était trop cool. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment le parti que je préfère. C'est finalement on débrief à la fin pourquoi tu l'as mis là, pourquoi tu l'as mis là. Et quand des fois, il se passe ce petit moment magique qu'on arrive à être connecté à la personne et réussir à tout mettre au bon endroit. Et donc, Perfect. et puis finalement, ça fait partie de ces catégories de jeux où si on marque pas de points à la fin, on s'en fout un peu parce qu'on passe un bon moment. Et c'est le principal dans le jeu d'ambiance, c'est de passer un bon moment. Link City. Alors, mon top 2, c'est Order Overlord Café. Oh là là, qu'est-ce qu'il est génial ce jeu. Un petit jeu de chez Pixie, là. Bon, c'est pas Pixie, mais... C'est One Games, l'éditeur original, localisé Voilà. par Pixie en France. Exactement. Donc ça met une super bonne ambiance. On se met dans la peau d'un serveur. On doit tout penser, mettre peut-être pas dans le bon ordre, mais pas se tromper. Aussi, on y a encore joué à Noël. Et je me suis trompée comme d'habitude, hein, mais bon. Non, il est trop bien. Bah oui, jeu de mémoire, hein, tout simplement, dans la peau d'un serveur, comme tu l'as dit. C'est ça. Un jeu de mémoire, on doit se rappeler des commandes et essayer d'avancer petit à petit. Et ce qui est vachement bien, c'est que le thème, en fait, se prête parfaitement au jeu, memory, avec des parties rapides. Et pareil, on se dit, on va jamais y arriver. Et finalement, il y a des fois, si, on y arrive. Et c'est ça qui est bien. Je pense que c'est un des jeux qu'on a le plus joué cette année, en termes de parties. Je pense que c'est un des jeux qu'on a le plus joué. Et c'est vraiment excellent. Et pareil, finalement, qu'on perde ou qu'on gagne, on s'en fout un peu. On s'amuse et on enchaîne les parties. Donc voilà, Order Overlord, Café. Et en première position, Queer Day. Bon là, c'est un jeu compète, hein. Mais bon, quand même aussi bien. Vas-y. Donc Present Day, c'est un jeu cette fois-ci à rôle caché où on va incarner l'un des animaux de la chaîne alimentaire qui va de l'ours jusqu'à la souris étant une proie et l'ours étant le plus grand prédateur. Et en fait, nous allons faire l'appel finalement, et si on se révèle tout seul, on pourra manger des animaux. Et le but de les manger, c'est tout simplement de les éliminer de la manche pour réussir à survivre jusqu'à la fin de la partie pour gagner des petits points de victoire. Et le premier joueur arrivé à 5 champignons remportera la partie. Donc encore une fois, on est dans un jeu finalement pour essayer de se mettre dans la tête des autres. Quel rôle il a choisi? Du guessing, très fort en guessing, très bien édité, très joli, et qui permet finalement de passer un bon moment et qui va se jouer plus rapidement qu'un loup-garou et auquel finalement on peut retrouver presque des sensations de loup-garou à essayer de deviner les rôles et ça marche vraiment terriblement bien. Praise Another Day. On passe au top de Chico pour le jeu d'ambiance. Alors, donc je vais d'abord vous présenter mon top 3 et donc ça va être assez rapide parce que j'ai pas mal de jeux en commun avec Gaëlou puisque moi mon troisième jeu c'est aussi Order Overlord Café. Et oui, Order Overlord Café est mon top 3 des jeux d'ambiance. Bon, je vais pas vous refaire le descriptif, hein, je viens de vous déjà le faire, pour les mêmes raisons que Gaëlou finalement. C'est surtout aussi parce que c'est vraiment un des jeux qu'on a le plus joué. Voilà, donc Order Overlord Café est mon top 3. En top 2, je pars sur Link City. Et oui, là encore une fois, en commun avec Gaëlou, parce que moi je trouve ça génial. Cette mécanique coopération où on va vraiment se créer notre ville. Voilà, vraiment ça j'adore. Moi j'ai vraiment aimé ce système-là. Quand je joue à ce jeu, franchement, les points, je m'en fous un peu. Très honnêtement, c'est pas grave si je fais que 30 points ou pas, mais c'est vraiment de la sensation de créer cette ville et de se raconter une histoire avec à chaque fois des délires et on va rigoler ensemble. Et je reprendrai toujours cet exemple très drôle. La maison de retraite, le cimetière à côté. Bon, ok, c'est vache, mais c'est tellement évident quand on construit la ville de se dire, on va faire ça. Voilà. Et du coup, voilà, il y a des choses, on se dit, bah oui, c'est à côté, voilà, c'est évident. C'est logique.
Je vais pas rentrer dans la politique, mais la dernière partie, on a joué avec l'extrême droite qu'on devait placer quelque part. Autant vous dire que ce fut très très drôle aussi de comment on a placé l'extrême droite. Voilà. Donc voilà, vraiment League City, c'est vraiment très sympa et je peux que vous conseiller d'y aller. C'est vraiment un excellent jeu d'ambiance. Et mon top 1. Alors mon top 1, pense savoir. mon top 1 est différent. C'est un jeu que j'ai découvert tout récemment et ben ça a été la grosse claque de l'année pour moi. J'ai pas été le seul. J'ai clairement pas été le seul, mais mon top 1 c'est The Gang. Voilà. Ça rentre directement dans mon top 1 parce que bah, c'est vraiment c'est fantastique. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour moi sur ce jeu-là. Je me suis pris une énorme gifle en jouant à ce jeu. Et pourtant, je l'ai vu passer. Hein. J'ai vu les coms, j'ai tout vu et je me suis dit, oh, je pense que je vais bien aimer. C'est possible, hein. Mais alors, la claque que je me suis prise, je l'imaginais pas. Vraiment, on a enchaîné 5 parties d'affilée. On a joué avec des gens qui savaient jouer au poker, des gens qui étaient presque professionnels, et des gens qui, comme Gaëlou ou une autre personne, ne connaissaient strictement rien au poker. Non. Et ben, ça a marché. Mais ça a tellement bien marché. Et en plus, ce moment magique où on arrive à remettre, parce que The Gang, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un poker coopératif dans lequel nous allons devoir essayer de retrouver les mains et les classer. Et ben quand on y arrive, c'est magique. Et notre première partie, on y était arrivé d'un coup, et ça marche. Et finalement, juste sans se parler, prendre des jetons de valeur, se reprendre des jetons, se dire non, c'est moi qui ai la meilleure main, etc. Et réussir à se classer, et à la fin réussir des fois à classer 5 mains pourries, mais vraiment 5 mains pourries, et réussir finalement à les mettre dans l'ordre, oh, c'est magique. Finalement, le thème est un peu présent en plus parce qu'on est des braqueurs de banque. Et quand on arrive à se mettre ensemble d'accord, on a réussi à braquer la banque. Donc ça marche. Même si on ne se sent pas des braqueurs de banque quand on joue, le thème, je trouve, a une certaine logique finalement. Voilà, et ça marche bien. Le jeu est super bien édité. Bon, alors la couverture est sublime. Mais en plus de ça, il y a des beaux jetons de poker à l'intérieur pour jouer. Ce qui est vraiment très bien. Bon, vous avez un jeu de cartes de bonne qualité. Ouais. Et pour ceux qui veulent de la difficulté, vous allez avoir des missions, c'est même pas des missions, c'est plus des pénalités pour un petit peu vous embêter si vous trouvez le jeu trop facile, voire à l'inverse des bonus si vous avez un peu du mal, ça on appelle les complexes ou des infractions qu'on va avoir. Voilà, donc vraiment The Gang, il y a une énorme hype dessus, bah écoutez, moi je peux que confirmer que cette hype est méritée, de chez mérité. Et vraiment c'est génial ce jeu, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est la première fois de cette année que j'ai ressenti ça, tout jeu confondu. J'avais tout simplement pas envie de m'arrêter. Voilà, j'aurais joué à ça toute la soirée. On avait attaqué, il était 14h, je crois que j'aurais pu jouer à ça pendant 4 heures et ça m'aurait pas dérangé. Donc voilà. On y a quand même joué 2 heures. Hein. On y a joué 2 heures, mais j'aurais pu jouer 2 heures de plus. Et vraiment, voilà, c'est la claque de cette année pour moi. Et c'est vraiment fantastique. Et bah voilà. The Gang, c'est mon top 1 du jeu d'ambiance. On est parti? On passe à quelle catégorie? Bah, on passe à la catégorie jeu à 2. Alors, jeu à 2, donc quel est ton top 3 jeu à 2? Il revient. Donc, c'est Boop, petit jeu à 2. Hop. Là, on a juste à se déplacer. Il est très très beau. Je te laisse expliquer. Et bah Boop, c'est un jeu à 2 sur lequel on incarne des chats. Ou des chatons. Ouais. Et le but, c'est de booper les autres chats et chatons afin de pouvoir aligner en fait ici 3 chats pour remporter la partie. Le thème est rigolo, c'est plutôt bien édité. Et le petit tapis comme ça en coussinet. Ce qui est plutôt intéressant, c'est le côté finalement jeu abstrait du jeu, hein, parce qu'on est finalement sur un jeu abstrait, même si le thème est présent par rapport au fait que c'est des chats qui sautent sur un tapis. Mais finalement, ça fait beaucoup réfléchir parce que c'est très stratégique de comment je vais faire sauter les autres chats pour venir me placer de manière stratégique pour remporter la partie. Dès que j'aligne 3 chatons, je les transforme en 3 chats. Dès que j'aligne 3 chats, je remporte. Non, 3 chatons font 3 chats. Et ensuite, 3 chats alignés font gagner la partie. Voilà. Boum. Alors, mon top 2, c'est Wizard Cup. Est-ce que tu vas le prendre celui-là? Wizard Cup. Petit jeu de bataille. Petit jeu de poche de bataille. C'est vrai que tu l'as bien dit. Un petit peu de bataille, mais bataille un peu plus contrôlée. Alors, c'est très aléatoire quand même, mais on va essayer d'organiser nos cartes finalement pour
pouvoir mettre dans un ordre précis les cartes et les déclencher les effets pour remporter la partie. Et du coup, ce qui est malin dans le jeu, c'est que finalement, on va essayer de programmer parce qu'on connaît le jeu de notre adversaire. On ne sait pas quelle carte il a pris. Alors, on en connaît une. On en connaît une quand même. Ouais. Et on va essayer de le mettre finalement dans l'ordre pour essayer de détruire son adversaire. Ça se joue en 2 manches gagnantes. Il y a un petit côté suspense avec une carte qu'on peut mettre en réserve. Ouais. Le fait qu'on puisse changer des cartes entre 2 manches. Et finalement, après, à la fin, on contrôle les effets de manière par cœur. Et du coup, on essaie juste d'anticiper. Attends, je vais mettre cet ordre-là. Mais si jamais il a fait ça, il a fait ça. La première manche est un petit peu YOLO finalement parce qu'on sait pas trop ce qu'il a fait. Mais ça permet de découvrir le deck. Voilà. Et la deuxième manche, on va adapter notre deck et essayer de remporter. Ça marche très bien. Petit format, petit prix. Et donc, voilà. Wizard Cut, bataille de sorciers. Et en première position, les architectes d'Amitis. Encore un jeu de la boîte de jeu. Donc, les architectes d'Amitis, ce petit jeu à 2 de placement d'ouvriers avec un petit côté morpion aussi assez rigolo. On va construire des bâtiments, on est des architectes, hein, et donc à chaque fois qu'on va construire des bâtiments, on va faire des effets. Voilà. Ces effets-là vont nous déclencher des points de victoire immédiats la plupart du temps. Quand on va venir placer nos petits pions sur le plateau central, on va pouvoir faire donc le petit jeu du morpion. Si on aligne les 3, à ce moment-là, on va pouvoir faire une faveur du roi. Et cette faveur va nous rapporter des points de victoire en fin de partie en fonction de certaines conditions. Voilà. Donc les architectes d'Amitis, c'est ça, tout simplement. C'est assez malin. C'est très interactif. Ouais. Pour le coup, sur le placement, comment on va prendre les tuiles, ça marche très très bien. C'est très bien édité. Et on passe vraiment un très bon moment. Les architectes d'Amitis. Alors, mon top 3 de jeux à 2, c'est un jeu que j'avais déjà cité et qui clairement était parmi déjà mes jeux préférés, et ça l'est toujours, c'est le match du siècle. Oui. Voilà, le match du siècle. Hein. Moi, le match du siècle, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé en début d'année parce que déjà je suis un grand fan des échecs, et il reste dans mon top des jeux à 2 par rapport au nombre de jeux à 2 qui est sorti. Il est top 3 parce qu'en effet il y a quand même des jeux qui lui passent devant, mais vraiment j'aime beaucoup moi ce côté jeu abstrait qui me donne les sensations de finalement jouer aux échecs sans jouer aux échecs. Voilà. Et voilà, moi je pense que le thème il joue beaucoup pour moi, pour le mettre dans son top. Mais ce côté jeu abstrait de comment je me positionne, comment je vais utiliser mes cartes, parce que finalement c'est un jeu où on va jouer avec des cartes. Ces cartes vont représenter les fameux jetons, le fou, le roi, la reine, etc. Et on va essayer de gagner des manches d'un tournoi, puisqu'un joueur va incarner donc Spice-Key, pendant que l'autre va incarner Fischer. Et nous allons donc rejouer le fameux match du siècle entre ces deux-là. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs Spice-Key, je crois, qui a gagné ce match du siècle. Et du coup, on va essayer de jouer des cartes. Et ce que j'aime bien en jeu, c'est finalement savoir des fois concéder des manches. Se dire, ok, je vais perdre cette manche, je vais me refaire pour refaire le plein, pour pouvoir rejouer de nouveau des cartes. Parce que les cartes, on les joue pour ou gagner notre duel et pouvoir avancer sur le fameux piste à la corde, ou alors on va essayer de perdre notre duel pour déclencher l'effet de notre carte, qui finalement va être quelque chose de beaucoup plus puissant, qui va nous permettre d'embêter notre adversaire. Voilà, donc très clairement, le match du siècle, moi, je vous le recommande très fortement. Alors, mon top 2, il est là. Voilà. Ah, merci. Il est là. Non, en fait, mon top 2, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à des amis, mais mon top 2, c'est Naishi. Voilà, Naishi, c'est mon top 2 parce que c'est un jeu qui finalement m'a mis une belle petite claque parce que j'en attendais vraiment rien. Voilà. Et finalement, c'est un jeu qui fonctionne très très bien, sur lequel nous allons jouer des cartes pour essayer d'avoir la meilleure main possible, mais aussi la meilleure rivière possible, pour former un tableau de 2 par 5 devant nous. Et on va essayer d'avoir les meilleurs bâtiments pour optimiser tout ça. Et ce que j'aime bien, ce qui est malin, c'est qu'on va avoir une petite interaction pour essayer de se voler certaines cartes à certains moments, mais aussi l'interaction de pouvoir prendre les cartes pour les mettre dans la main, sachant qu'on n'a pas le droit de changer l'ordre de notre main. On va jouer une carte à un moment sur l'une des lignes et on va pouvoir récupérer la carte qui est en face de cette ligne. Et on va essayer donc de constituer notre main. Je trouve ça vraiment très très malin, très très fort. Et donc ça marche terriblement bien avec un thème plutôt bien fait, bien présent. Et j'aime bien ce côté finalement tableau building qu'on va faire à la fin, où on va essayer de scorer au maximum tout en interagissant. Voilà, donc mon top 2, c'est Naishi. Et donc, le top 1 de Chico. Le top 1, mon top 1 de cette année,
Pour moi, c'est une évidence, mais le meilleur jeu à 2 de cette année, bah, c'est Seigneur des Anneaux, Duel en Terre du Milieu. Hein, voilà, soyons honnêtes 2 minutes, mais pour moi, c'est le meilleur jeu à 2. Bah, déjà, je pense que c'est un des jeux que j'ai le plus joué à 2. Voilà, je crois que je l'ai joué avec tout le monde, je l'ai présenté à quasiment tout le monde. C'est magnifiquement édité. Alors, c'est un petit peu triché, parce que finalement, c'est juste une revisite de Seven Duel, qui est déjà un des meilleurs jeux à 2 de tous les temps, selon moi, en tout cas. Mais il faut avouer qu'il a été bien travaillé. Bon, déjà, il est magnifique. Hein. Je pense que les illustrations de Vincent Dutré y jouent aussi beaucoup. Le thème, il joue énormément. Mais finalement, ils ont changé, puisqu'ils ont changé la partie guerre et la partie point, puisqu'il n'y a pas de point. Il y a une course à l'anneau qui va se faire maintenant, qui est plutôt très malin avec cette petite réglette. On va devoir essayer de rattraper le Hobbit si on est Nazgûl ou tout simplement détruire l'anneau à Montagne du Destin. Et la partie guerre et contrôle de territoire, où du coup, finalement, eh ben, il y a 3 conditions de victoire possibles et plus de conditions de points. Du coup, ça crée une tension quand même plus forte, je trouve, dans le jeu. Mais au final, le jeu est simplifié dans les règles. C'est moins complexe, mais ça crée une tension plus forte. C'est plus accessible. Ça marche vraiment très très bien. Je trouve que, quitte à jouer à Salvador Duel, autant commencer par celui-ci. Et derrière, peut-être passer à Salvador Duel avec les extensions. Ouais, voilà. parce que c'est familial, ouais. En fonction du type de joueur que vous êtes, parce que Salvador Duel avec les extensions apporte quand même plus de complexité que celui-ci. Mais celui-ci, pour commencer finalement dans le milieu Salvador Duel, j'ai envie de dire, eh ben, il est vraiment excellent. Le thème va beaucoup jouer pour lui, pour aider les gens à acheter le jeu. Il y a un côté marketing clairement aussi dessus. Ça y joue, ouais. Mais vraiment, c'est un très bon jeu, très très bien édité, très joli. Et vraiment, qui va vous apporter des sensations quand même différentes de Salvador Duel, tout en gardant tout le sel et toute la puissance que fait le jeu de base. Voilà, Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu. On passe à la catégorie familiale. Et donc, top 3 de Gaëlou en famille. C'est Tower Up. Tower Up, oh là, le jeu est tout blanc. Tower Up, il est beau. Le jeu de construction, voilà, tout simplement, de construction qui plaît tant à certains de nos reviewers. On sait qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce jeu, c'est pour ça que je dis ça. Tower Up, finalement, c'est un jeu sur lequel nous allons devoir donc construire des buildings. Et ces buildings, on va essayer de les construire du plus haut possible pour tout simplement avancer sur des pistes. Ces pistes feront des points de victoire. Et là, je vous ai pratiquement pitché tout le jeu, en fait. Ce qui est assez malin, finalement, ça va être le côté construction de à quel moment je vais monter, à quel moment je vais poser mes toits, à quel moment je vais recouvrir des toits pour bloquer des majorités. C'est finalement un jeu qui a plus de profondeur qu'il n'y paraît. Et c'est très accessible, finalement. Ça marche vraiment très très bien, c'est joli de voir, moi je trouve ces petits buildings, le thème est très présent, on voit des buildings se construire. Et on va avoir des petits objectifs qui vont nous permettre encore une fois d'essayer de faire une petite course, tout en essayant d'être majoritaire sur ces fameux toits à la fin dans les régions. Voilà, donc Tower Up, c'est un jeu qu'on vous conseille. C'est Captain Flip. Et désolé, vous ne me l'avez pas sur la chaîne. Pas encore, mais j'adore le principe en fait. On y a rejoué il y a pas longtemps du coup avec ma fille et je te laisse expliquer. Mais ouais. Captain Flip, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui cette année, hein, donc qu'il soit dans les tops, c'est rien de surprenant. Captain Flip, c'est un jeu où on va piocher une tuile et on va devoir ou la garder ou la flipper, tout simplement, et on la posera sur notre bateau afin d'essayer de marquer des points de victoire. Voilà, c'est finalement un jeu dans lequel on va prendre les risques. Est-ce que je tente de flipper cette tuile? Est-ce que je garde ce que j'ai? Avec plusieurs plateaux différents qui va nous permettre un peu de rejouabilité pour le coup. À essayer de chercher les personnages, à prendre des risques. Est-ce que j'ai 2 canonnières? Est-ce que je prends le risque de flipper au risque d'avoir une 3e canonnière? Oh punaise, j'ai eu la 3e canonnière. Bon, je vais aller chercher le singe. Le singe va me faire retourner la canonnière finalement. Et on va comboter comme ça un petit peu nos points. C'est hyper malin, hyper efficace. Les règles s'expliquent en 5 minutes. C'est clairement une tuerie, ce jeu, ça marche vraiment très très bien. Et donc, c'est le top 2 de Gaëlou. Et mon top 1, c'est Coffee Rush. Coffee Rush. Alors, celui-là, je ne m'attendais pas, tiens. Coffee Rush dans le top 1 de Gaëlou. Donc, finalement, on reste dans le terme du café avec Order Overlord. C'est vrai. Café, donc dans Coffee Rush, cette fois-ci, on va devoir encore une fois servir des commandes le plus rapidement possible. Dans un jeu très joliment édité, ça c'est clair qu'il faut
Je pense avouer que le jeu, la qualité d'édition du jeu, il joue beaucoup aussi pour le plaisir ludique. Je pense Tout que à fait. si on n'avait pas ces petites tasses, ces petits cafés et tout ça, voilà, ça ne serait pas aussi jouissif. Et finalement, on va avoir des commandes et on va devoir venir se placer avec notre ouvrier sur le plateau central pour récupérer les ingrédients qu'il nous faut afin de livrer les commandes. Là où le jeu est thématique et il est plutôt fort, c'est qu'il va réussir à nous donner cette sensation de rush avec les cafés qui vont sans cesse revenir et on va se venir crouler sous les commandes. Et finalement, la partie va s'arrêter quand l'un des joueurs va totalement crouler sous les commandes. Et à ce moment-là, on fera le décompte des points. Donc c'est très malin, c'est très, très efficace, c'est très accessible. Et ça permet finalement de découvrir la pause ouvrier un petit peu en se posant, récupérant les ressources, tout en jouant avec ce petit matériel très sympa de mettre dans nos petites tasses pour faire nos petites commandes. Coffee Rush. Alors, donc, je passe à mon top 3 familial. Et donc, moi, mon top 3 familial, je triche un peu. Moi, je suis un tricheur. Mais c'est pas grave, j'assume. Il y a 2 jeux. Ah là là là. Il y a Decal et Flowers. C'est pas compliqué, j'arrivais pas à les séparer. Voilà. Ah, le tricheur, c'est un top 4, quoi. J'arrivais pas à les séparer. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Moi, je triche et je mets les deux ensemble. Parce que, c'est finalement 2 jeux qui sont dans la même catégorie, dans le même style, qui sont très proches l'un de l'autre. Et du coup, j'ai pas réussi à me départager entre les deux parce qu'ils sont quand même très proches, en étant un petit peu différents. Parce que dans Decal, finalement, vous allez reprendre la mécanique du skijo en faisant tout simplement un petit système de décal. Voilà, vous allez devoir décaler des cartes un peu comme le taquin pour essayer de faire des groupes de chiffres pour qu'à la fin, vous ayez des groupes et que ça s'enlève. Voilà, boîte biseau, les nouveaux formats de la boîte Gigamix, ça marche très très bien. Et moi je préfère jouer à Decal qu'à Skijo. Voilà, donc c'est pour ça que Decal me plaît vachement bien. Parce que cette petite mécanique de taquin toute bête, moi ça me permet tout simplement de donner la différence. Et donc ça me plaît beaucoup. Voilà, donc pour Decal. Et Flowers, lui, finalement, va reprendre aussi une mécanique un peu à la Skijo, puisqu'on va faire nous-mêmes notre petit plateau. Sauf que lui, on va essayer de mettre des groupes de couleurs ensemble, tout en respectant des chiffres. Puisque si on a un 3, il faudra mettre 3 à côté. Si on a un 4, il faudra mettre 4 cartes à côté. Finalement, il a demandé un peu plus de réflexion qu'un Decal. Il est, on va dire, en termes de difficulté, un chouïa au-dessus. Oui. Mais il va vous demander des réflexions que je trouve intéressantes de comment je vais positionner, comment je vais construire mon tableau, comment je vais récupérer mes petites cartes. C'est magnifiquement édité par Actarus Édition. Et on va pouvoir un peu s'embêter avec son adversaire, vite vider une pile pour mettre fin à la partie. Et toutes les cartes à la fin qui ne seront pas validées, c'est-à-dire si on n'a pas réussi à mettre 2 à côté, 4 cartes à côté, elles vont s'annuler et nous feront des points négatifs. Donc on va essayer vraiment de les faire, tout en essayant de faire des groupes de couleurs avec 5 cartes minimum pour que ça puisse scorer. Donc du coup c'est très malin et ça marche vraiment très très bien. Flowers. Alors, mon top 2 familial, c'était un jeu que j'avais déjà classé avant et il y est toujours, c'est Dragardien de chez Yellow. Moi Dragardien c'était un peu la surprise à ce moment-là. Dragardien c'est le jeu finalement où on va devoir essayer de jouer avec nos petits dragons afin de faire des combinaisons de cartes pour pouvoir marquer des points. Voilà. Thématiquement on va essayer de poser des dragons. Par exemple si je pose 2 dragons orange, je vais pouvoir déclencher un effet particulier qui va me permettre de récupérer des billes, qui va me permettre de récupérer des comment ça s'appelle, les arcs de cercle, des morceaux d'amulettes. Voilà, j'ai cherché le mot. Des morceaux d'amulettes pour essayer de former des ronds et pouvoir mettre donc la petite perle au milieu qui va nous faire marquer des points. Voilà. Et du coup, il y a une petite prise de risque dans ce jeu-là puisqu'on va essayer des fois d'en avoir 5 pour pouvoir poser 5 oranges d'un coup. Et ça fait très très fort. Là aussi où c'est intéressant dans ce jeu-là, c'est que on va essayer, quand on va poser les couleurs, quand il y en a une qui va être encerclée entre 2 autres, elle va être bloquée. On ne pourra plus jamais la jouer de la partie. Et donc du coup, à ce moment-là, nos adversaires, ils le voient ça. Parce qu'en fait, quand on joue un dragon, par exemple, moi j'ai joué 2 oranges, mes autres adversaires ont aussi, eux, le droit de jouer 2 oranges s'ils les ont. Et du coup, des fois, on va faire exprès de jouer une couleur pour qu'ils ne puissent pas les jouer, pour qu'ils ne puissent pas marquer des points pendant que c'est mon tour. Voilà. Et donc c'est super malin, c'est très efficace, c'est magnifiquement illustré. Et ça a été vraiment la surprise parce que quand j'ai eu les règles, j'étais en mode moi. Et puis finalement, en y jouant, j'ai fait waouh, c'est trop bien, ça marche terriblement bien. Et on a enchaîné les parties à ce moment-là, on en a fait plusieurs d'affilée.
Et même s'il sort pas forcément tous les jours, c'est vraiment un jeu familial que j'apprécie beaucoup. Dra, gardien. Bon, Donc, moi je pense qu'il n'y a pas de suspect. top 1, je vais pas pour faire un dessin. C'est Tower Up. Voilà, moi c'est le jeu que j'ai préféré cette année en famille. Hein. Donc Tower Up reste mon jeu préféré de famille. C'était une très belle découverte ludique. J'aime beaucoup les sensations que ça procure avec des règles finalement hyper simples, hyper efficaces. Et donc cette sensation de faire ses buildings et tout ça. C'est vrai que c'est un thème un peu kitsch qui pourrait déplaire avec cette couverture qui est un peu brute de décoffrage, comme on dit, et qui fait pas envie à tout le monde. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup ce jeu-là. Je le propose de très volontiers et ça marche très bien et ça plaît à énormément de monde. Donc voilà, Tower Up, c'est mon top 1. Alors, la catégorie initiée, donc en top 3, pour moi, c'est. Je vais chercher. C'est Rivage. Il est encore là. Alors, Rivage qui a été mis en initié, c'est vrai qu'il était entre les deux. Entre les deux, hein, entre famille et initié, parce que finalement, il demande quelques règles de réflexion, ça coche de partout, ça combotte. Mais en même temps, les règles sont finalement assez simples, où on va se drafter des cartes. Enfin, c'est même pas se drafter, on va sélectionner une ligne de cartes pour pouvoir cocher afin d'explorer des îles pour comboter. Par contre, c'est vrai que le côté combo peut faire que les familles ont un peu plus de mal à jouer à ce jeu-là. Et c'est pour ça que c'est vrai que nous, on l'a plutôt mis dans la catégorie initiée. Mais je vous accorde que... limite familiale. Ouais, il est vraiment entre les deux, hein, finalement. Et toi, pourquoi t'adores? Parce que ça combotte de partout, quoi. Ça combotte, le fait de pouvoir changer d'île, de se racheter des cartes, de pénaliser les autres. Enfin voilà, tout ce que j'aime en thème de roll and write. Ouais. Enfin, roll and write. Flip and write. C'est draw and write même précisément. Ouais. Et donc là voilà, c'est vraiment un petit jeu. Moi c'est très malin, c'est très efficace. J'avoue que je trouve que c'est un jeu très plaisant à jouer. On coche de partout. On a vraiment une stratégie qui va se faire de quelle île je vais explorer, où est-ce que je vais aller. J'aime bien le changement d'île. Moi j'aime beaucoup ça, ce côté voilà où on change d'île. Le côté où on coche des fois, on va se retrouver avec des cartes qui ne nous intéressent pas. Donc à nous d'essayer de voir comment ça se fait. Donc voilà. Rivage. Ensuite. Mon top 2, c'est Endeavor au profond. Endeavor au profond, donc la deuxième version d'Endeavor, attention, qui n'a pas forcément, enfin qui a quelques rapports avec la première version, qui reste quand même très différente. Cette fois-ci, nous allons explorer les fonds marins et nous allons donc devoir faire plusieurs objectifs possibles entre sonder l'océan, explorer l'océan, aller récupérer des nouveaux membres d'équipage, des nouveaux membres marins pour aller améliorer notre sous-marin, finalement améliorer notre équipage. On va devoir essayer de s'occuper des coraux aussi, essayer de faire de la biodiversité. C'est vraiment très très malin d'avoir au profond. Alors je vais pas vous résumer les règles en 2 minutes, mais voilà, c'est vraiment ce côté. Et puis ce côté où on monte sur des pistes, on va améliorer. Au début, on peut récupérer que quelques disques. Puis petit à petit, on va pouvoir récupérer de plus en plus de disques. On va s'améliorer. On va descendre de plus en plus dans les profondeurs. Voilà, donc ça plaît vraiment beaucoup, ça aussi. Et puis le côté aussi, on va acheter des membres d'équipage de plus en plus forts pour faire des actions de plus en plus fortes. Puisque le principe, c'est quoi? C'est que je vais activer un membre d'équipage qui va me permettre de faire une action parmi celles que je viens de vous décrire. Et cette action va me faire marquer des points suivant l'objectif. Ce qui est aussi intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a des sortes de pseudo-campagnes de plusieurs scénarios qui va s'adapter un petit peu, qui va vous rendre le jeu de plus en plus difficile. Le scénario 1 est un scénario pour apprendre à jouer, tout simplement, à poser des disques. Et petit à petit, on va avancer, on va avoir des impacts aussi, on va récupérer de l'ADN, on va aller acheter des cartes, voilà. Et vraiment, Endeavor au profond, c'est vraiment un très très bon jeu. Mon top 3, c'est Pirates de Maracaibo. Top 1, tu veux dire. C'est pareil. Le top 1 de Game. Et d'ailleurs, on a pris le tapis. Pirates de Maracaibo, donc finalement le jeu initié de Maracaibo, parce qu'on va retrouver les sensations de Maracaibo, mais attention, c'est pas le même jeu. Hein. On va retrouver des sensations similaires à Maracaibo, mais ça n'a rien à voir avec Maracaibo en termes de jeu. Là, dans ce jeu-là, on va beaucoup plus se comboter. On va vraiment aller en combo très à fond et énorme salade de points. Voilà, on va marquer des points de partout dans ce jeu. Tout en gardant le même thème, on a notre petit bateau, on va explorer les mers de Maracaibo et on va donc essayer de construire des résidences, augmenter notre équipage,
augmenter notre équipement, tout ceci en faisant des actions qui vont être principalement d'essayer d'aller piller 3 îles au trésor pour aller récupérer des trésors et les enterrer pour aller marquer des points. Voilà, bon bien évidemment Pierre de Maracaibo c'est quand même beaucoup plus profond que ça. La mise en place est intéressante aussi, il y a plusieurs mises en place possibles et ça marche vraiment, vraiment très très bien. Le jeu est parfaitement édité, il y a une profondeur de jeu assez forte, des choix stratégiques multiples, avec des parties la plupart du temps quand même qui se retrouvent assez serrées. Et ça se joue pas à grand chose. Est-ce que j'avance mon bateau rapidement? Parce qu'il y a aussi ce côté, comme dans Maracaibo, où on avance rapidement, on va retrouver la piste de l'explorateur en effet. Mais vraiment avec des sensations de jeu qui vont être assez proches de Maracaibo, mais totalement différentes finalement en termes de plaisir. Voilà. Bien évidemment, si vous aimez Maracaibo et que vous cherchez pas, vous cherchez un jeu plus simple, vous pouvez aller sur Pierre de Maracaibo. Si Maracaibo était votre jeu préféré de tous les temps, n'allez pas sur Pierre de Maracaibo, vous risquez d'être déçu. Puisque finalement c'est quand même un Maracaibo un peu plus light dans ces versions là. Donc voilà. Mais Pirates de Maracaibo c'est vraiment excellent et vous pouvez y aller. Et comme dit Gaëlou, si jamais vous adorez le jeu, sachez que Super Meeple en plus a des tapis. Et on en a acheté un et on trouve ça fantastique. Pirates de Maracaibo. Alors donc je passe à mon top 3 initié qui va être très proche de celui de Gaëlou. Puisque moi en top 3 j'ai mis Endeavor en eau profonde. Voilà. C'est pas mon top 2, c'est mon top 3. Ouais. Endeavor, pour les mêmes raisons que toi. Je vais pas insister plus longtemps. Hein. Endeavor, ça a été vraiment une petite claque. En effet, ce jeu-là, j'ai beaucoup aimé les sensations. J'aime beaucoup les jeux où on avance sur les pistes. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu, le fait d'avancer sur les pistes, le fait d'explorer aussi, de voir cet océan se révéler devant nous, découvrir des choses, choisir les tuiles, voilà. Tout ceci, ce mélange fait que moi, Endeavor eau profonde, c'est mon top 3 initié. Mon top 2 initié, c'est un jeu que je suis surpris de ne pas voir, mais quand même il faut peut-être en parler 2 minutes. Hein. J'ai dit qu'il n'était pas dans mon top. Mon top 2, moi c'est Harmony. Hein. Voilà, Harmony, ça a été quand même une belle petite claque ce jeu, la hype de Cannes et tout ça. Hein. Moi j'ai adoré Harmonies, j'ai trouvé ça vraiment très bien Harmonies. La façon dans laquelle on va agencer nos petits jetons pour essayer de faire des formes de paysages pour pouvoir y attirer des animaux. J'ai trouvé ça hyper malin. Autant ça révolutionne pas forcément en termes de mécanique, mais par contre, la façon dont ça a été édité, magnifiquement édité d'ailleurs au passage, que ce soit en termes d'illustration, que je pense qu'on peut dire que c'est parmi les plus belles illustrations qu'on ait vues en termes de jeux de société. Mais en plus de ça, la manipulation de ces petits jetons pour faire ces paysages, voilà. Tout ceci en essayant de récupérer les animaux. Ça demande une petite mécanique, hein. C'est un jeu qui va quand même bien vous faire réfléchir, hein. Il a clairement sa place en initié parce que c'est vraiment pas accessible à tout le monde, les formes et tout ça, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce type de jeu là. D'ailleurs faire gaffe à son format parce qu'on pourrait croire que c'est un jeu familial quand on le voit et tout ça, mais il n'est pas si accessible que ça, hein. J'ai vu des joueurs complètement bloqués sur ce jeu là, donc il faut faire attention avec qui vous jouez quand même, mais vraiment moi j'aime beaucoup ce jeu. Je m'en lasse pas. J'aime beaucoup y rejouer, j'y rejoue toujours. Ça fait partie des jeux aussi que j'ai le plus joué cette année, je pense, en termes de parties. Et c'est vraiment le genre de jeu, je voyais quelqu'un le sortir, j'y vais. Je m'assois et je dis moi je joue. Je m'assois et j'y vais. Parce que s'il y a des jeux comme ça n'arrive pas à s'expliquer, ça révolutionne pas forcément, mais ça marche très bien. On va agencer, on va essayer de faire nos choses. Et voilà, j'adore faire la petite rivière, faire nos arbres, faire nos bâtiments, faire nos champs. Voilà, tout ceci fait marquer des points. Comment j'optimise? Est-ce que je pars sur une partie où je fais des montagnes? Est-ce que je pars une partie où je vais faire plein d'arbres et je vais essayer d'attirer les singes qui sont là? Voilà, petit côté opportuniste sur quels animaux je récupère. Avec finalement une interaction qui est un peu là, puisqu'il y a le petit côté Azul où on va récupérer les jetons pour venir les poser, mais qui reste assez faible. Mais par contre, moi j'aime bien faire ma petite popote de mon côté, faire mon petit paysage. Et donc Harmonise est mon top 2. Quel est ton top 1? Et donc mon top 1, c'est pas une très grande surprise, mais mon top 1, c'est Pirates de Maracaibo, moi aussi. Voilà. Bon, c'est pas un suspense, j'adore Pirates de Maracaibo, c'est moi qui ai acheté le tapis. Hein, voilà, si je commence à luxifier un jeu, c'est que j'aime le jeu. Voilà. Non, Pirates de Maracaibo, pour moi, dès qu'on y a joué, ça a été en mode bim, mais ça c'est trop bien, ça c'est vraiment fantastique. On le présente aussi à quasiment tout le monde. C'est parmi les premiers jeux initiés qu'Harmony, je pense que j'ai tendance à présenter personnellement, moi, de mon côté. Celui-ci, j'attends un peu, parce qu'il, comme il demande quand même un peu de règles, c'est pas accessible à tous les joueurs. Mais finalement, en fait, quand on explique le jeu, on a l'impression que c'est dur.
Et en fait, Et quand on y après, joue, c'est plus fluide. c'est hyper fluide. Alors les parties sont un peu longues, hein, attention quand même, voilà, les parties peuvent être un petit peu longues, mais ça marche très très bien. Je l'ai joué à 4, ça se joue très bien à 4 aussi, même si c'est un peu plus long. Et à 2, moi je trouve que ça tourne vraiment très bien. Et voilà, on passe un très bon moment. Je vais pas réinsister sur toutes les mécaniques possibles, mais moi c'est mon top 1 pirate de Maracaibo. Alors du coup, on passe à la catégorie expert. Mon top 3, faut que je fasse gaffe, c'est Shackleton Base. Shackleton Bates, l'absent. Hein, on va commencer par ça. L'absent du Diamant d'Or, hein, qui est assez surprenant qu'il ne soit pas nommé au Diamant d'Or. Bon, hein, passons ce détail-là. Shackleton Base, c'est vrai que c'était le premier jeu expert vraiment qu'on ait joué cette année, Oui. je crois, en termes de bons jeux experts en tout cas. Non. Et Il y en a un autre. et c'est finalement très malin. C'est finalement très malin cette pose d'ouvrier, parce que c'est de la pose d'ouvrier, hein, qu'on va pouvoir poser sur le cratère de la lune de Shackleton pour récupérer des ressources. Ça peut être de l'argent, ça peut être des ressources spécifiques aux corporations, ou ça peut être des ressources minières. Voilà, ce sont les 3 types de ressources qu'on peut faire, ou sinon on va pouvoir venir se placer pour faire des actions. Ces actions-là vont être de construire des bâtiments dans Shackleton. Vous allez pouvoir aussi faire des actions dites d'engrenage, des petites actions bonus, ou surtout vous allez pouvoir investir dans les corporations afin de pouvoir faire des pouvoirs. Et ce qui est vraiment très bien dans Shackleton Base, en fait, finalement, c'est le côté corporation. Vous allez avoir 3 corporations tirées en début de partie, et il y en a 7. Il y a 7 corporations en tout, et chaque partie est différente. Chaque partie avec les corporations va être différente, et va vous permettre une rejouabilité, les 3 premières étant assez basiques, et les 3 suivantes beaucoup plus intéressantes, et une qui est même vraiment experte. Hein, pour le coup, vraiment une corporation qui est beaucoup plus complexe, qui est celle où on va pouvoir carrément récupérer des bâtiments et les envoyer sur Mars, un peu à la manière d'évacuation, pour le coup. Et vraiment, ça marche vraiment très très bien. C'est super bien édité. Vraiment, l'édition est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, on passe vraiment un bon moment à gérer nos ressources. On va pouvoir faire des points de partout. On score beaucoup de points durant la partie. On va aussi faire des objectifs, évidemment. Il y a une petite course d'objectifs un peu partout. Il y a de l'interaction très très forte sur le plateau central, puisque suivant où on se place, après on pourra récupérer ces astronautes pour les amener dans notre base. Et on ne pourra pas tous les récupérer. Ça sera en fonction de qui c'est qui a le plus de bases dans les lignes et les colonnes. Donc voilà, vraiment, Shackleton Base, vous pouvez y aller. C'est un excellent jeu expert. Mon top jeu 2. Ton top 2? Mon top 2, c'est les rats de Wistar. Les rats de Wistar, les fameux rats. Les rats de Wistar. Les rats de Wistar, finalement, c'est un jeu de pose ouvrier ultra tendu, puisque nous sommes des rats intelligents, voilà. Et ces rats-là, nous allons devoir donc essayer d'explorer une maison, de construire notre petit terrier. Voilà, et donc on va devoir se développer. Là où c'est super malin, c'est cette roue où on va venir placer nos ouvriers, qui vont être en fait en fonction du nombre d'ouvriers qu'on a, qui vont symboliser la puissance de l'action qu'on va faire. Les actions étant finalement très basiques, gagner des ressources, construire des lits, agrandir notre terrier, ou explorer notre maison, ou acheter des cartes. Voilà, alors en gros ça va se résumer à ça, mais par contre c'est hyper tendu, parce que finalement on va retrouver presque un côté un peu à la Château Blanc, où on va avoir que 12 actions dans la partie et qu'il va falloir vraiment bien optimiser nos actions pour gagner. Voilà. À nous de voir, est-ce que j'agrandis mon terrier, si je pose des listes, parce que si je pose des listes, je vais débloquer plus d'ouvriers, donc plus de puissance. Ah oui, mais j'ai aussi besoin de ressources. La roue, elle tourne, les emplacements sont hyper demandés. Est-ce que je vais chercher le premier joueur à ce tour? Est-ce que je vais aller explorer la maison pour aller faire des missions? Ces missions vont faire des points de victoire. Il y a des petits comptes combos, on retrouve un tout petit peu un côté Terraforming Mars avec les cartes, puisqu'on va avoir des cartes finalement qui vont pouvoir comboter, qui vont nous demander des symboles pour pouvoir les jouer et pour marquer des points. C'est plutôt bien édité, à part la petite vis à mettre sur le plateau qui reste le petit troll du jeu. Et le thème. Et le thème, voilà, un thème très original, moi que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, les rats de Wistar. Alors moi, mon meilleur jeu d'expert, c'est Évacuation. Bon, pas trop de surprise pour toi, je crois que tout le monde le savait. Évacuation qui a été le jeu de Sushi, toi, qui était vraiment un jeu que t'as eu un coup de cœur sur ce jeu. T'as réellement eu un coup de cœur sur ce jeu-là.
où bah, le thème, moi j'ai beaucoup aimé le thème dans ce jeu. C'est-à-dire finalement Non, c'est de l'espace. il faut évacuer. Ouais, mais par contre c'est assez atypique parce que on est dans un vaisseau spatial en effet, mais on va devoir évacuer la planète Terre qui est en train de tout simplement cramer à cause du soleil qui grossit pour aller s'implanter dans une nouvelle planète pour aller y vivre. Voilà. Et cette mécanique de vaisseau qui va faire des allers-retours entre les deux planètes est plutôt très malin. On va avoir aussi une mécanique de pose de cartes. Alors je vous conseille de jouer assez rapidement avec les cartes qui font les actions. Plutôt que les cartes, vous allez voir sinon le plateau qui fait des actions, mais je vous conseille de jouer rapidement avec les cartes. Ça vous donne beaucoup plus de liberté dans vos choix. Et finalement, c'est assez malin parce qu'en fait, on va avoir les ressources de l'ancien monde et les ressources du nouveau monde. Et là, c'est vraiment super bien fait de comment on va s'organiser. Parce que les deux ressources, évidemment, comme elles sont pas au même endroit, on ne peut pas les mélanger. Donc à nous de bien gérer les ressources tout en évacuant petit à petit tous nos bâtiments et en transférant. Et on voit finalement notre petit moteur qui va se créer. Et ça fonctionne très bien, il faut l'avouer. Et donc, évacuation a un thème plutôt bien présent, plutôt bien édité, avec aussi des technologies qu'on va pouvoir débloquer sur notre plateau personnel pour devenir de plus en plus fort. Et donc, on passe vraiment un très bon moment à évacuer notre ancien monde. Évacuation. Alors, donc je passe à mon top 3 expert. Donc moi, mon top 3, il va y avoir un jeu que on a déjà vu. Puisque mon top 3, c'est Shackleton Base. Voilà, c'est moi aussi mon top 3, comme 3 finalement, pour les mêmes raisons, je pense que toi, donc je vais pas vous refaire un pitch de tout ça, mais voilà, Shackleton Base pour moi c'est vraiment, entre la qualité d'édition, le plaisir, l'originalité des mécaniques, vraiment c'est vraiment très très plaisant comme jeu, et pourtant c'est un thème espace encore une fois, mais vraiment vous pouvez y aller sur Shackleton Base, il mérite vraiment qu'on parle plus de lui. Et moi j'ai vraiment adoré et je voudrais vraiment pour faire beaucoup de parties de ce jeu là. Shackleton Base. Top 2, c'est Unconscious Mind. C'est Unconscious Mind, moi qui débarque assez rapidement dans mon top parce que j'ai adoré ce jeu là avec un thème justement pour le coup hyper original. Tout à fait. Puisque on incarne des psys. Voilà, des psys, alors c'est la naissance de la psychiatrie finalement. D'ailleurs, le livret de règles est vraiment bien fait parce qu'ils expliquent comment Freud, avec ses partisans, ils discutent et ils échangent et comment finalement ils arrivent à comprendre en expliquant les rêves des gens, à les guérir. C'est le début et la naissance de la psychanalyse. Qu'est-ce que j'aime dans ce jeu, c'est que finalement c'est un jeu de gestion de ressources, mais des ressources qui vont être finalement nos intuitions. C'est assez original, on va avoir un petit disque avec nos intuitions qu'on va pouvoir déplacer, qui vont être des moyennes, des petites ou des grandes intuitions en fonction de 3 grands thèmes qui a la liberté, il y a la passion et je sais plus le troisième nom comme ça de tête. Tout ceci dans le but finalement de guérir des patients. Voilà, le but c'est de guérir des patients. Alors ça aussi c'est assez drôle, c'est qu'on peut guérir des patients en discutant avec eux, en essayant d'analyser leurs rêves, en sachant qu'il y a 2 rêves, il y a leur rêve, on va dire, direct qu'on voit, et puis leur rêve qui est plus leur rêve de leur subconscient, leur rêve un peu caché, dans le but de les guérir, et c'est là qu'on va marquer des points, que les patients vont nous donner finalement des points de victoire, mais aussi, si jamais on en a marre, on peut leur donner un coup de cachet en mode, bon allez, on te donne des cachetons, et puis tu vas vite te soigner. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque en plus de ça, c'est un petit jeu de pose d'ouvrier qui est aussi original avec les petites bulles qu'on va mettre dans un sens pour faire les actions qu'on veut. On va aussi améliorer notre plateau personnel afin de débloquer des actions avec cet encrier qui va se déplacer pour faire des actions des lignes ou des colonnes, ou encore pour aller activer la piste de réputation de Freud. On va aussi avoir un truc assez intéressant, c'est que quand on va se reposer finalement, on ne va pas rien faire. Quand on va se reposer, on va pouvoir activer le plateau ville. Même si je trouve que le plateau ville finalement il est peut-être de trop, il ajoute un peu de lourdeur au jeu qu'il n'avait pas forcément besoin. Bon, ça marche. J'aime bien le fait qu'on puisse activer quelque chose, mais je trouve que les actions qu'on fait sur le plateau ville est un peu trop lourd. Mais du coup, on va pouvoir faire ça quand on va récupérer nos actions, qu'on va se reposer, parce qu'on va rassembler nos idées. Voilà, parce que les actions, c'est on va poser nos idées, ou on va les rassembler, ou alors on va les guérir des patients. Voilà. Le jeu est magnifique. Avec les rêves, les démons qui vont venir se mettre dessus. On va essayer d'obtenir ce qu'on appelle la Cartassis, Cartassis, je crois que ça s'appelle. Désolé, je dis peut-être une bêtise le nom, mais en tout cas pour les soigner de leurs démons, c'est ça qui va nous donner des points de victoire. Puis ensuite complètement les soigner, voilà. Et donc on va essayer de y arriver comme ça. Le jeu est sublime, vraiment niveau qualité d'édition, il n'y a pas grand chose à dire.
Et le thème est super présent. Alors les parties sont un peu longues, je pense que je n'y jouerai peut-être pas à 4, mais à 2 ou 3, j'y jouerai vraiment volontiers et on passe vraiment de super bons moments. Unconsumed Mind. Et donc, mon top 1, c'est un grand suspense. Hein, j'en ai pas assez parlé. Hein, des petits rats. Voilà, hein. Mon top 1, c'est les rats de Wistar. Hein, désolé, hein, désolé pour ceux qui ne l'aiment pas, mais moi, c'est mon jeu préféré, clairement, de l'année. Voilà, c'était vraiment mon jeu préféré. J'aime les jeux tendus, j'aime les jeux de pose ouvrier, j'aime le thème original, je trouve que ça fonctionne super bien. Et voilà, les rats de Wistar, vraiment, bah, je vais pas rajouter plus parce que tu l'as mis dans ton top et j'ai déjà décrit le jeu, mais voilà, vous pouvez y aller pour moi. Si vous aimez les poses d'ouvrier tendues, voilà. Bon, si vous êtes allergique au thème des rats, bon bah voilà, n'y allez peut-être pas, même si le thème... C'est ça qui est sympa en fait, c'est ça qui fait la curiosité, c'est le thème. Bah ouais. Le thème, moi j'aime beaucoup le jeu, la tension du jeu. Le fait que tu as 12 actions, débrouille-toi avec ça et tu vas devoir faire le meilleur possible. Donc, les rats de Wistar. On passe du coup au plus beau jeu. Au plus beau jeu, de mon point de vue. Après, il y en a des beaux aussi. Hein. Mais il est là, mon jeu. C'est Trekking Through History. Donc pour Gaëlou, le plus beau jeu cette année, c'est Trekking Through History. On ne va pas rentrer dans les mécaniques puisque c'est pas le but, c'est juste de vous dire que voilà, pour Gaëlou. Et la méca est bien aussi. Pour Gaëlou, c'est l'un des plus beaux jeux de cette année avec les illustrations, c'est vrai qu'ils sont très très belles aussi de Trekking Story. La qualité d'édition qui est plutôt bonne avec les petits rangements, les petites choses comme ça et un thème vraiment très très intéressant. Donc voilà, le thème quand même pour vous faire rapidement, c'est un thème où on va voyager dans le temps et essayer de revivre les époques passées. Voilà. Trekking Through History. Et alors pour moi, le plus beau jeu cette année, c'est Unconscious Mind. Voilà. Je remets celui-ci que j'avais mis dans la catégorie expert. Mais c'est celui qui en termes de beauté est le plus beau. Voilà. Que ça soit la couverture qui est sublime, mais le matos qui est juste dingo, tout est beau dans ce jeu. C'est vrai. Hein. Les petites billes, l'encrier, les plateaux double couche, tout est bien pensé. Et puis les cartes. Les cartes rêves me font penser aux cartes de Dixit qui sont si belles. En plus de ça, moi je me suis fait plaisir, je suis allé acheter les cartes foil. Elles vont bientôt arriver, donc je vais avoir les cartes rêves qui brillent. Donc voilà, très clairement pour moi, Unconscious Mind c'est l'un des plus beaux jeux de cette année. Je dois avouer que j'ai longtemps hésité avec Harmonize, qui est aussi magnifique. Mais j'ai trouvé, pas la même chose. Mais j'ai trouvé qu'Unconscious Mind était plus complet en termes de beauté que Harmonize finalement. Donc voilà, vraiment Unconscious Mind, pour moi, c'est le plus beau jeu sorti cette année. Pour terminer cette vidéo des tops et tout ça, on a décidé de faire un petit bilan. Voilà, un petit bilan très rapide de la chaîne, mais finalement c'est aussi le moment de faire les comptes, comme on dit. Et les comptes, qu'est-ce qu'ils disent cette année sur notre chaîne? Mais ils nous disent que la chaîne, elle a encore très 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 bien marché cette année. Voilà. Merci à vous. Et elle a même encore mieux marché que les années précédentes. Je ne m'attendais pas à ça, mais on est en train de faire un bond en avant très fort sur la chaîne. Et bah on est ravis, tout simplement on est ravis. On a fait un bond sur la chaîne en termes de vidéos, puisque nous avons posté plus de 120 vidéos cette année, ce qui correspond à quasiment une vidéo tous les 3 jours. Donc autant vous dire que voilà, ça fait quand même beaucoup de vidéos sorties cette année. En termes de vues sur la chaîne, c'est pas compliqué. L'année dernière, on était à 160 000 vues sur l'année. Cette année, on est à 320 000 vues sur l'année. C'est-à-dire qu'en un an, nous avons doublé nos vues. Voilà. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était 160 000 vues sur un an, et là, c'est 320 000. Donc autant vous dire que c'est juste énorme. J'aurais vraiment pas cru autant. On a notre première vidéo décale qui a dépassé les 10 000 vues, ce qui est juste incroyable. On n'aurait jamais cru qu'une vidéo dépassait 10 000 vues. En termes d'abonnés, parce qu'il faut aussi parler d'abonnés, eh ben, l'année dernière, c'était 1000 abonnés. Cette année, c'est 1350 abonnés. Donc voilà, c'est 350 de plus. 998 l'année. Voilà, c'est 350 abonnés de plus que l'année dernière. Donc encore une fois, ça veut dire que la chaîne vous plaît. La chaîne vous attire de plus en plus de monde. Donc ça, c'est vraiment très bien. En termes de revenus aussi, c'est beaucoup plus d'argent généré grâce à la monétisation, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que cette année, on a pratiquement généré 1000 euros. Voilà.
Ouais. Donc quasiment 100 € par mois de générer sur la chaîne. Donc ce qui est vraiment un revenu qui nous permet de pouvoir acheter les jeux qu'on n'a pas. Un revenu qui va nous permettre d'avoir des setups. Acheter des goodies Voilà. aussi. Un revenu pour se faire plaisir. Acheter du luxe. Voilà. Bah oui, voilà. Les tapis de luxe Maracaibo. Les cartes feuilles Unconscious Mind. L'insert de Endeavor au Profonde quand il va revenir. Voilà, ça va nous permettre d'acheter ce genre de choses-là. On met aussi de côté, ça nous permet d'économiser. Peut-être qu'à un moment donné, ça nous permettra de pouvoir acheter une nouvelle caméra un peu plus qualitative, un micro. Voilà. Donc voilà, en termes de revenus, on en est là aussi. Et vraiment, juste merci. Merci à vous parce que vous nous faites confiance. Vous êtes de plus en plus à nous faire confiance. La chaîne marche. Du coup, le programme de l'année prochaine, c'est on prend les mêmes et on recommence. On change pas une équipe qui gagne. Et on va continuer. En fait, le même programme, c'est-à-dire continuer à faire des jeux avec le format règle, partie débrief. Ce format, c'est le format phare de la chaîne. Il ne risque pas de changer. C'est ce qui a fait notre notoriété et elle va rester. On est en train de très sérieusement, personnellement, en tout cas, je suis en train de très sérieusement de me poser la question si je vais pas arrêter le format des futures sorties. Pourquoi je me pose cette question-là? Parce que j'ai l'impression que finalement sur la chaîne YouTube, ce format-là est moins demandé. Il stagne en termes de vues, c'est moins demandé. Moi, ça me demande un travail très fort à présenter sur la chaîne, c'est très intense. Gaëlou aussi, ça lui demande beaucoup de travail de tout référencer. Et finalement, si c'est une vidéo qui intéresse, en général, c'est une vidéo qui va faire du 1000 à 1500 vues en moyenne. Et qui ne bougera plus. C'est-à-dire qu'après, qui va très vite stagner, qui va faire 1000-1500 vues en quelques jours et qui va très vite stagner. Là, les dernières sorties, ils ont même pas fait 1000 vues. Ouais, alors c'était décembre, donc c'est pas illogique, mais voilà. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce travail ou pas? Alors que finalement, ce qui vous plaît, c'est quoi? C'est les jeux. C'est les jeux, tout simplement. C'est les parties, c'est les règles. Est-ce que du coup, on n'arrêtera pas ce format et est-ce qu'on fera pas un peu plus de jeux, tout simplement, à la place de ce format-là? Ou alors, comme je disais avec Gaëlou, on réfléchit à un nouveau format qui pourrait arriver sur la chaîne potentiellement. C'est que la notoriété, ça y joue. On reçoit de plus en plus de jeux. Et on peut pas tout jouer. Et on peut surtout pas tout présenter sur la chaîne. La réalité, elle est là. C'est qu'on essaye d'avoir tous les jeux qu'on a et de tout vous présenter sur la chaîne. C'était un peu l'objectif qu'on essayait de se faire. Mais on n'y arrive plus. Voilà, on n'y arrive plus. Même à 3 lives par semaine, on peut pas tout vous présenter. Du coup, on réfléchit à un format, à voir comment on le ferait, où on vous présente en fait les jeux qu'on a joués, mais qu'on vous présentera pas en format règle et partie. Parce que c'est sûrement des jeux qui nous ont un peu moins plu. Qui nous ont, en se disant, ouais, bon, est-ce que ça mérite qu'on le présente en règle et partie et tout ça. Et du coup, ça sera un format où on présente peut-être 3, 4, 5, 6 jeux. Quand on a à un moment donné plusieurs jeux comme ça, un stock suffisant, on fait un format et paf, tous les jeux qu'on s'est dit, ceux-là on les présente pas sur la chaîne en termes de règles et parties, mais on les présente quand même parce que c'est souvent des jeux qui nous ont été envoyés par les éditeurs, que des fois on a demandé. Du coup, on les présente en faisant un petit pitch rapide et notre avis sur le jeu, sans rentrer dans les détails des règles et certainement pas en faisant une partie. Voilà. Ça serait peut-être la nouveauté de l'année prochaine qui remplacerait probablement les futures sorties. Voilà. Est-ce que le format des futures sorties, on va le garder? Est-ce que de temps à autre, on le fera? Ou est-ce qu'on va totalement remodeler ce format des futures sorties? Je sais pas encore. On verra. On est encore en réflexion. Voilà, on se donne le mois de janvier pour voir un peu ce qu'on va faire. Mais je vous avoue que, il y a peut-être des chances que le format des futures sorties s'arrête par rapport au fait que j'ai l'impression que c'est pas ce que vous recherchez sur la chaîne. D'ailleurs, parce qu'avant ça marchait et là plus trop. D'ailleurs, en commentaire YouTube, n'hésitez pas à nous dire si ce format des futures sorties est un format qui vous intéresse ou pas. Et n'hésitez pas à nous dire non, surtout ne vous arrêtez pas sur ce format. Ou au contraire, dire oui, moi je t'avoue, ce format-là, ça m'intéresse pas. Moi je suis juste là pour voir les jeux et les parties, ce que vous faites. Voilà un petit peu pour les perspectives. Et sinon, continuez tout ça. On sera à Cannes. On sera présent à Cannes en 2025. Donc n'hésitez pas, si vous êtes présent, à venir nous rejoindre et à papoter avec nous. Vous nous tapez sur l'épaule, on vous fait un coucou. Et pas trop fort parce qu'après ça fait mal. Et après, il y a des gens qui aiment bien parler d'objectifs. Moi, je vais continuer comme l'année dernière. On n'a pas d'objectif. On n'en aura pas d'objectif. Je vais pas vous dire je vise. Pour l'instant, ouais. Je vais pas vous dire je vise tant d'abonnés, tout ça. On verra l'année prochaine ce que ça donne. La seule chose que je vois, c'est que si on suit la courbe actuelle, potentiellement, on peut être pas loin des 5000 vues l'année prochaine. Les 5000 abonnés à l'année prochaine.
Voilà. 5000 vues. 5000 vues, non. 5000 abonnés l'année prochaine, ça peut être par rapport à la ligne qu'on a, ça peut être quelque chose de plausible. Ça serait énorme. 5000, ça serait un cap énorme. Mais c'est pas un objectif. Voilà, on n'a pas d'objectif. Si on est à 4000, on est à 4000. Si on est à 5000, on est à 5000. Quoi qu'il arrive, nous, ce qui compte le plus, c'est de vous faire plaisir, de partager notre passion Ouais. et de continuer de faire ce qu'on aime, c'est vous présenter des jeux de société et pouvoir échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.